Rénover votre bien devient une vraie priorité pour vous. Vous vous posez plein de questions, vous allez sur Internet, vous êtes complètement perdu. Justement, aujourd'hui, dans cet épisode, avec nos invités et nos chroniqueurs, on va répondre à toutes vos questions. Bienvenue dans le rendez-vous des proprios, un épisode qui vous est offert par Thomas Épiron, Imovlan, Eloya Abricot et PNV Assurance. Et évidemment, comme à chaque fois, à mes côtés, des chroniqueurs que vous adorez, des invités aujourd'hui. Mais d'abord, présentons ceux qui jouent à domicile. Attila est avec nous. Il a sorti sa petite veste de costume, celui-ci. À l'occasion, écoute. Un homme politique, un homme d'une grande banque, BNP. On sort la veste. Exactement. Et puis, c'est des nouveaux studios d'enregistrement. Donc, on devait mettre les moyens pour cette journée. Vincent, on va quand même un peu se remettre en question aussi. T'as vu comment il nous respecte quand il n'y a pas d'invité ? Oui, tout à fait. Vincent Gérin qui est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour David, bonjour l'équipe. Professeur à l'ULB, Solvay, et aussi CEO d'Annixton. Pas n'importe qui, Vincent. Christophe de Beukelard est avec nous, président des Engagés Bruxelles, Bonjour. Député bruxellois. Merci d'être là, Christophe. Ravi. Première fois sur ce plateau. Bah oui, c'est la première fois que je viens ici. Très actif sur les réseaux sociaux. Grande mission pour toi dans cette période sans gouvernement. Alors, l'épisode sera diffusé, je pense, fin juin, je pense. J'espère qu'on aura un gouvernement d'ici là. J'espère qu'on aura fait déjà un peu mieux que jusqu'à présent. Oui. Et quand on en aura un, on fera une petite émission avec toi pour justement voir un peu les différentes mesures auxquelles vous pensez et que vous allez mettre en place. Marc aussi, qui fait sa première ici sur le plateau. Marc de chez BNP. Oui, bonjour à tous. C'est pas un manque de respect, mais je n'ai pas de veston. C'est très bien. Tu peux même ouvrir un bouton. Il n'y a pas de souci. Marc, il nous a invités. Marc, il nous a invités récemment, justement, pour une conférence de presse, puisque tu sais, dans l'émission, on a un petit rituel, on démarre avec le tour d'Internet. Et pour le tour d'Internet, Marc, j'ai envie qu'on rebondisse sur votre actualité, celle de BNP. Vous avez fait une enquête auprès de 12 000 personnes, une enquête européenne, je pense. Oui, mais le constat de départ, c'est que on se rend compte qu'on est loin des objectifs de neutralité carbone pour 2050. Mm-hmm. Il faut rénover par jour 615 biens en Belgique pendant 26 ans pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Donc, par rapport à ça, on s'est demandé comment ressentent les Belges ce changement climatique, ouais. Et sont-ils prêts à faire l'effort, et si oui, à quelles conditions? Est-ce qu'ils y voient clair, ou est-ce que c'est plutôt un obstacle insurmontable et quelque chose qui ne les intéresse pas? Et alors, ce qui est drôle, parce que dans l'accroche du communiqué de presse, vous dites les Belges sont pris entre la conscience écologique, mais aussi leur portefeuille. Christophe, c'est vrai que ça, c'est un de vos défis aussi, c'est de faire de l'écologie. Je pense qu'on est tous convaincus sur l'importance d'agir, mais en même temps, on doit agir sans toucher les personnes les plus modestes, quoi. On le voit dans les sondages d'opinion, en fait, une grande préoccupation, il y a 2-3 ans, c'était l'approvisionnement énergétique et le climat et l'environnement. Et c'était vraiment au top des priorités. Et aujourd'hui, ces priorités ont très largement descendu dans le ranking. Et maintenant, c'est la sécurité et le pouvoir d'achat depuis un an et demi qui sont au top de l'agenda. Et en fait, c'est très dépendant de l'actualité, de la géopolitique internationale qui nous mettent sur ces sujets-là, et bien sûr avec la sécurité aujourd'hui. Et donc nous, comme politiques, évidemment, notre rôle, je pense, c'est de voir loin, de prévoir l'avenir et de se mettre en marche pour l'avenir, et donc d'organiser les choses pour que les sujets comme le climat aujourd'hui qui sont moins discutés dans l'opinion publique, eh bien qu'on prenne quand même des mesures pour aller dans ce sens-là. On démarre cette émission avec un discours un peu politique, un peu technique. Je vous rassure, dans un instant, on va ouvrir le dos du jour, où là, on va essayer de répondre à cette question, justement, quand on doit rénover, quand c'est le moment de rénover, comment s'y prendre, et surtout faire en sorte que nos investissements soient rentables. On va en parler dans un instant. Marc, quelles sont les grandes conclusions, les 2-3 grandes conclusions qu'on peut sortir de cette enquête pour faire réagir nos chroniqueurs Attila et Vincent, pour voir si finalement c'est en lien avec votre réalité à vous du terrain, Attila et Vincent? Une des grandes conclusions, c'est qu'il n'y a aucun des partenaires, donc entre le public, les autorités publiques, les fournisseurs d'énergie, les banquiers et les constructeurs, qui peut agir seul et qui arrivera seul. Donc on est amené à se concerter pour avoir un résultat concret, et c'est ce que les banques font à travers la FEBELFIN, avec un contact permanent avec les autorités publiques, mais aussi des partenariats avec les fournisseurs d'énergie. Donc il y a vraiment une concertation à avoir pour y arriver tous ensemble. Un conseiller, un expert en achat-revente, un politicien, c'est ici que ça se passe en fait, sur le plateau du rendez-vous des proprios. Autre conclusion qu'on peut ressortir, justement, les Belges, comment ils perçoivent justement pour rebondir à ce qui était dit juste avant, effectivement, le constat, c'est que
c'est avant tout pour des raisons économiques qui font des rénovations dans leurs biens que écologiques. On voit déjà que l'intérêt est moindre maintenant. Ça, c'est une première chose. Un deuxième élément, c'est que même pour ceux qui ont l'envie de le faire, d'abord, ils ne savent pas généralement de quoi ils partent. Ils ne connaissent pas le PEB de leur bien dans 3 cas sur 4. Et puis derrière ça, quelle rénovation faire pour l'améliorer? Et ils ne voient pas encore l'impact économique de leur rénovation. Ou alors ils le voient à trop long terme. Ils disent, si je fais des rénovations maintenant, je vais avoir un impact dans 10, 12 ans, ce qui est pour eux beaucoup trop long. Ça, c'est une des conclusions. Encore un chiffre aussi étonnant, et après je vous demanderai justement de réagir, Vincent et Attila. Beaucoup de Belges pensent à déménager. C'est aussi une des conclusions de votre enquête. En tout cas, plus qu'on ne le pensait. Déjà, le marché belge n'incite pas nécessairement au déménagement. Quand on déménage, c'est pour des raisons qui sont vraiment très individuelles. Je prends un exemple, si on change de son lieu de travail, c'est pas pour ça qu'on va déménager. On a un marché tout petit, on n'est pas aux États-Unis ou en France où les distances sont beaucoup plus grandes. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, même si ça a changé récemment, les droits d'enregistrement, à part pour les primo-acquéreurs qui viennent de changer, mais les droits d'enregistrement sont aussi un frein à la mobilité au niveau des biens immobiliers. En tout cas pour Bruxelles, puisqu'on a vu qu'en Wallonie, il y a déjà un effet, justement, Vincent, aussi des droits d'enregistrement qui ont baissé. On voit qu'il y a plus de mobilité. Oui, c'est indéniable. C'est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions, parce que c'est assez récent, mais effectivement, une mesure qui a été fort critiquée par une partie du spectre politique, que moi je trouve très très positive, mais qui permet justement plus de mobilité. Et pour en avoir discuté avec monsieur le banquier, effectivement, avoir des droits d'enregistrement réduits, qui est quand même une part importante de l'achat qui n'est jamais financée par une banque, entre mettre 3% d'apport personnel et mettre 12,5% d'apport personnel, le bond est gigantesque et permet à beaucoup plus de gens de devenir acquéreurs en région wallonne. On attend, on espère, même si j'ai peu d'espoir qu'à Bruxelles, on suive un petit peu la même courbe descendante. Je ne pense pas qu'il y aura un effet aussi marqué, mais espérons que ça descende quand même de quelques pourcents tout au long des prochaines législatures. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, carton rouge. Carton rouge. Non, pas carton. Je ne sais pas si j'ai trouvé le rouge avant le jaune. Un complément d'information que tu as envie d'apporter. Oui, jaune plutôt. Non, mais ce qui est important de dire à Bruxelles, c'est qu'il y a quand même l'abattement. Ouais. Donc on ne peut pas comparer le taux plein de 3% en Wallonie et de 12% à Bruxelles, 12,5% à Bruxelles, parce qu'il y a l'abattement et donc il fait que sous certains seuils, vous avez des taux très avantageux qui sont parfois plus bas que ceux de la Wallonie ou ceux de la Flandre. Et donc voilà, éviter le Bruxelles bashing, même si on doit faire mieux, même si j'aimerais bien qu'on puisse descendre les droits d'enregistrement à Bruxelles, on va essayer de le faire, mais la situation budgétaire est ce qu'elle est, et donc il faut être raisonnable aussi. En tout cas, c'est dans la note du MR qui a été déposée sur votre table, il y a un souhait de faire baisser. C'est vrai que David Lester, qui était venu sur le plateau, il avait dit on pourra pas le faire, les caisses ne le permettent pas, il faut pas s'emballer, on va travailler sur d'autres leviers. Et finalement, dans la note, on parle de faire baisser pour s'aligner avec la Flandre et la Wallonie. Oui, mais la plus grande critique que j'ai donnée à la note, c'est qu'il n'y a pas de tableau budgétaire précis qui permette de traduire les engagements dans des chiffres. Et donc, prendre des engagements ou faire des annonces, c'est bien, mais il faut aussi que les chiffres suivent. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, c'est vrai, il a tout à fait raison, et j'ai pas été très complet dans mon exemple, mais j'avais fait quelques calculs. En fait, acheter un bien jusqu'à 450 000 € à Bruxelles, en termes de droits d'enregistrement, revient à peu près à la même chose en région wallonne. Sachant qu'en région wallonne, pour un bien à 450 000 € est déjà un très beau bien. À Bruxelles, c'est le prix médian. Donc effectivement, en première approximation, Bruxelles a l'air beaucoup plus cher, mais quand on tient compte de l'abattement, c'est tout à fait correct. Mais bien sûr, il y a des conditions. Le bien ne peut pas dépasser 600 000 €. 750 000 € maintenant, je pense, à Bruxelles. On y est malheureusement aussi parfois assez rapidement. Il y a certaines conditions, mais effectivement, l'abattement est un facteur très important. De toute façon, comme je vous l'ai dit, dès que le gouvernement est annoncé, on essaiera de réunir tout le monde autour de cette table pour avoir les infos et tout ce qui va se passer, parce que effectivement, Christophe, pas mal d'acteurs aujourd'hui se posent beaucoup de questions, mais c'est pas le sujet du jour. On est là pour parler rénovation et surtout répondre à cette question, comment s'y prendre quand on cherche à rénover et comment rentabiliser ces investissements. Juste pour clôturer ici le tour d'Internet et de votre étude, quand on parlait de ces Belges qui cherchent à déménager plus que vous ne le pensiez, est-ce que ces Belges qui veulent déménager, ils veulent déménager pour des raisons écologiques, pour trouver des biens avec des panneaux solaires, avec des pompes à chaleur, ou c'est pas du tout un critère? Et les Belges sont prêts, selon l'enquête, à mettre plus d'argent, et sensiblement plus d'argent, pour acheter un bien déjà aux normes. Par contre, s'ils s'intéressent à un bien qui n'est pas aux normes, ils sont réticents
à envisager les travaux à réaliser. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec, à l'achat, en tout cas toute une série de biens qui prennent de la valeur, ceux qui ont une bonne performance énergétique, et un écart qui se creuse avec les biens qui sont en tout cas moins bons au niveau de la performance énergétique. Et donc tout le dilemme, ça va être de savoir comment est-ce que on va leur donner l'envie de faire les travaux quand ils en ont les moyens, parce que c'est aussi un autre débat. Et on va en parler certainement tout à l'heure. Les gens en aient les moyens. Et on compte sur les banques aussi pour ça. Marc, bien sûr. Attila, pour clôturer ici ce débat, est-ce que toi, sur le terrain, tu sens que la conscience écologique, elle est là? Que les gens te posent des questions par rapport justement aux pompes à chaleur, aux panneaux solaires. Est-ce que ça arrive vite dans la discussion? Ou alors d'abord, c'est je veux une cuisine en marbre, je veux de la domotique partout? La conscience écologique, pas forcément. Par contre, l'élément le plus important auquel on fait attention les candidats acquéreurs pour le moment, c'est la valeur du certificat énergétique. Ouais. Après, ils ne te demandent pas forcément si le bien que tu as rénové a été fait avec des matériaux éco-constructibles ou des matériaux durables. Ce qui leur intéresse, c'est la qualité du certificat énergétique, justement pour pouvoir bénéficier déjà d'un financement à un taux préférentiel, premièrement, et secondo, avoir un label de qualité qui va leur permettre de se dire, OK, mon bien est dans les normes pour 2033 et ou 2043. Comment les banques peuvent nous aider? Comment l'État peut nous aider? Le PEB, audit énergétique, les aides, tout ça, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, nouvelle séquence, c'est la minute de l'expert. Brico, et en parlant de rénovation, justement, Brico a souhaité nous parler des avantages des sols en vinyle. Voilà. Donc, on va écouter notre experte et on revient juste après ça. Vos commentaires, vous les mettez dès maintenant. N'hésitez pas à rejoindre aussi le WhatsApp de l'émission et on revient juste après ça. Voici pour moi le meilleur sol pour un bien en location. Il est solide, pas cher, antidérapant, super facile à nettoyer, simple à poser. Je parle bien sûr du vinyle en latte à clipser. En fonction de l'épaisseur, le vinyle est ultra résistant à l'usure et il ne se déforme pas. Le prix, c'est accessible à tous les budgets. Même mouillé, le vinyle tient bien sous le pied, parfait pour une salle de bain ou une cuisine. Par contre, beaucoup moins pour ton plus beau moonwall. J'entends d'ici, oui, mais s'il glisse pas, ça garde la crasse. Faux, ça se lave super facilement. Un coup de serpillière et c'est propre, pas de frottement interminable, pas de shampoing moquette. T'arrêtes de te prendre la tête, tu passes à autre chose. Le vinyle s'adapte à plein de supports, y a pas besoin d'avoir un diplôme en bâtiment pour le poser. Tu peux le faire toi-même et passer chez Brico pour qu'on t'aide à choisir le bon modèle. Toutes les chroniques de Brico sont retrouvées sur notre chaîne YouTube. On a créé une playlist en 1 minute, un maximum de conseils, de bons plans. On parle de barbecue, on parle de plein de choses. Allez voir, c'est très sympa. Merci. Brico, le dose du jour, on l'ouvre avec nos experts ici. Rénover en 2025, objectif rentabilité, on en parle avec vous. Et la première question forcément que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, j'ai été sur Internet, j'ai tapé rénover. Je vois tout et son contraire. J'ai l'impression de me voir quand moi je cherche des infos sur l'alimentation. Les œufs c'est bon, non les œufs c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'immobilier ça a l'air d'être la même chose. À quoi je dois penser? Quel est le premier réflexe que je dois avoir quand je cherche à rénover? La première question que je dois me poser, Attila. Moi je dirais, en tout cas région Bruxelles-Capitale et peut-être les autres régions également, c'est le seuil énergétique que je dois atteindre. Okay. Pourquoi? Parce que pour 2030 on veut établir un cadastre de l'ensemble du bâti bruxellois. Pour le moment, c'était obligatoire d'avoir un certificat énergétique pour la mise en vente et aux locations, mais un propriétaire occupant n'avait pas d'obligation d'avoir un certificat énergétique. Pour 2030, on veut cadastrer l'ensemble du bâti bruxellois. Pourquoi? Pour pouvoir en 2033 essayer d'atteindre le seuil du PEB F, c'est-à-dire le F et le G doivent disparaître. Donc, on veut ce cadastre parce que, attention, on va à ce moment-là introduire des amendes, pour les personnes qui n'ont pas respecté leurs obligations en termes de seuil énergétique pour atteindre le plan climat 2033 et puis 2043. Et on parle de sanctions pénales, je pense, ça va loin cette histoire, même si je pense que ça sera jamais appliqué. Vincent, on parle de certificat énergétique. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui viennent d'arriver sur Terre et qui se posent la question de c'est quoi ce certificat énergétique? C'est le PEB, c'est ça? Et ça, c'est quoi? Ça sert à quoi? Je trouve ça où? Qui me le donne? Alors le PEB, performance énergétique du bâtiment. Ouais. Qui le fait? C'est un certificateur agréé. Premier commentaire, effectivement, comme le dit Attila, il faut cadastrer tous les biens immobiliers de la région bruxelloise. Je pense qu'il faut encore cadastrer environ 250 000 biens à Bruxelles. Et à l'heure actuelle, si on va sur le site de Bruxelles Environnement, il y a environ 120 certificateurs PEB. Donc, à moins d'en faire 20 ou 30 par jour, je ne vois pas très bien comment on va respecter ce calendrier. Donc, attention à ça. Et donc, en fait, c'est on va dire un ingénieur, un spécialiste qui vient et qui fait un inventaire du bien.
la qualité des fenêtres, l'isolation des murs, la chaudière, le type de chaudière, s'il y a des panneaux solaires, etc. Ils rentrent tout ça dans un logiciel qui est mis à disposition par Bruxelles Environnement. Maintenant, il y a un complément qui s'appelle Totem, qui tient compte aussi de la construction, du cycle de vie de l'immeuble, etc. Et ça va sortir un chiffre qui est exprimé en kilowattheure énergie primaire par an. Okay. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est la consommation. Et en fonction de la consommation que le logiciel va déterminer, eh bien, on a une classe A, B, C, D, E. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PEB est différente. En tout cas, les seuils à atteindre sont différents en Flandre, à Bruxelles et en région wallonne. Donc, un PEB C n'est pas le même en Flandre ou en région wallonne. Et c'est aussi à Bruxelles quelque chose qui normalement devrait être revu. En tout cas, le ministre actuel du Climat, Alain Marron, a dit qu'il voudrait, qu'il pourrait, on verra bien quel est le futur gouvernement, revoir le PEB, comment il est calculé, quels sont les seuils, etc. Mais effectivement, c'est comme quand vous allez acheter un frigo, il y a un label énergétique, c'est exactement ça pour le bâti. Christophe. Mais ce PEB à Bruxelles est un vrai problème parce que en fait il est incomplet, il ne fonctionne plus bien et en fait il donne des chiffres parfois très différents pour un même bâti. En fait, deux certificateurs PEB vont arriver à des résultats différents. Et donc il faut pas faire peur aux citoyens. Je veux dire, le PEB ça reste un bon outil, mais il faut que le politique absolument le revoie la méthode de calcul pour qu'on ait enfin un PEB qui soit solide et sérieux à Bruxelles, parce qu'en fait sinon on est comme sur un bateau avec une mauvaise boussole et donc on avance, on isole, mais en fait on ne sait pas très bien vers où on va. Et donc il faut absolument rectifier cette boussole et c'est ce qu'on demande depuis des années au ministre Marron qui ne l'a pas fait et donc on espère bien que ce nouveau gouvernement va le faire rapidement. Christophe, je vois Marc qui agite un carton jaune. Donc, c'est un jaune. Hein. Marc. C'est un complément d'information par rapport au il y a vraiment un appel des banques pour qu'il y ait une uniformisation en Belgique, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est vraiment compliqué quand nous, on doit rapporter à la Banque nationale, quand on doit conseiller nos clients, de comparer des choses qui ne sont pas comparables, et quand on est la plus grande banque de Belgique, on a autant de clients dans toutes les régions du pays, et c'est extrêmement compliqué. Et deuxième chose, petit complément d'information aussi, ce qui est compliqué aussi pour nous, c'est qu'on mesure effectivement des kilowattheures par an par mètre carré, et on a un objectif à côté de ça qui est d'émission de CO2. Et donc, pour passer des kilowattheures au CO2, on peut émettre beaucoup de kilowattheures avec très peu de CO2 si on a des panneaux solaires. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est une dimension qui est difficile à voir entre le PEB et nos objectifs de réduction de CO2. Bon, je vais quand même recentrer le débat 2 secondes. Ce qu'on dit est très très bien et peut-être technique pour certains qui nous regardent, qui ont juste envie finalement de rénover leur bien et de savoir par quoi commencer. Ce que je retiens, c'est que le PEB est un document qui est important, qui va nous permettre dès le départ de pouvoir après prendre des bonnes décisions sur les rénovations à faire. Mais ce que j'entends souvent sur le plateau, c'est que ce document, il n'est pas hyper complet en fait, Attila, ou pas suffisamment complet. On parle aussi d'audit énergétique. Moi, j'en fais faire régulièrement. C'est assez complet. En fait, c'est juste la qualité du certificateur ensuite qui fait la différence. Donc, c'est comme un bon médecin. Il y en a qui font du bon travail, il y en a qui font du mauvais travail. Il faudrait peut-être un organe de contrôle pour vérifier que les certificateurs font leur travail régulièrement de manière correcte, ce qui est le cas de 90% des certificateurs entre nous. Donc moi, je suis en amené à faire régulièrement des certificats énergétiques. Ce qui est important pour le particulier qui veut entamer des travaux de rénovation, je pense, c'est faire une audit justement. C'est une étude au préalable afin de déterminer les postes sur lesquels il doit faire son investissement pour arriver au seuil souhaité. Alors, c'est très clair, la différence entre PEB et audit énergétique. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'audit énergétique qu'on ne trouve pas dans le PEB, Vincent ? Alors, je voudrais apporter une petite nuance à ce qu'a dit très justement Attila. Il y a quelque chose que je trouve très très bien qui vient d'être implanté en région wallonne, c'est l'obligation de faire un audit énergétique par un certificateur, un auditeur agréé par la région wallonne. Donc c'est quelqu'un qui suit une feuille de route et qui va faire un audit complet du bâtiment, mais qui va aussi prendre en compte des éléments structurels. Donc on peut faire un audit énergétique, mais si les fondations vont s'écrouler, ça ne sert pas à grand-chose. En région wallonne, l'auditeur va regarder aussi des problèmes structurels. C'est très bien parce que c'est confié dans les mains d'un professionnel qui suit une feuille de route et donc voilà, on peut s'attendre à un résultat qui coche à peu près toutes les cases. À Bruxelles, c'est un peu différent. On peut soi-même aller chez Brico, acheter de l'isolant, le mettre dans sa toiture et fournir la facture et voilà, et on est peut-être passé à côté de quelque chose de beaucoup plus important. Donc un audit, c'est vraiment analyser la situation, un plan d'action, qu'est-ce qu'il faut prioriser, à quel budget, etc. Le certificat PEB, c'est en fait le résultat, c'est la photographie du bâtiment à l'heure actuelle
Et les dernières pages du PEB, ce sont des recommandations. Et donc, il y a 3 recommandations, en général par certificat PEB, qui dit actuellement, vous êtes au niveau E pour dire quelque chose. Si vous isolez votre toiture, vous allez passer en D. Si vous changez les châssis, vous allez passer, etc., etc. Autre petite nuance aussi, la qualité du certificateur, très certainement, mais il faut savoir que de plus en plus, le logiciel de Bruxelles Environnement est hyper cadenassé, donc on ne peut pas rentrer n'importe quoi dedans. Ce qui est vraiment super important, très très important, c'est celui qui se fait auditer, d'avoir un bon dossier. Comment est-ce que ça fonctionne ? L'auditeur vient et dit « je vais regarder vos châssis ». Alors dans les châssis, ceux qui ont du châssis double vitrage, entre les 2 vitrages, il y a un petit numéro. Si le numéro n'est pas là, parce que vous avez commandé vos châssis dans un pays où il n'y a pas ce numéro, eh bien, il va vous mettre dans le logiciel PEB le plus mauvais classement pour le châssis, alors que le châssis est peut-être excellent. Ouais. Donc, gardez les factures. Votre isolation de la toiture, vous pouvez dire au certificateur, vous savez, c'est moi qui l'ai fait parce que je suis bricoleur, j'ai mis 14 cm. Le certificateur ne va pas prendre son échelle de 3 mètres de haut, aller percer pour regarder. Il va dire, non, je vous crois parce que vous m'avez l'air sympathique, mais dans mon logiciel, je mets isolation minimum. Et donc, même si vous avez un bien très très bien isolé, si vous n'avez pas un dossier complet à présenter au certificateur, vous aurez un très mauvais certificat PEB. Et le logiciel, il va vous dire à la fin, changez le châssis. Alors que mes châssis sont nouveaux, mais ils n'ont pas le numéro. Ouais. Isoler la toiture alors que j'ai mis 14 cm, mais je n'ai pas la facture qui prouve que c'est 14 cm. Donc, préparez votre audit avant de faire venir la personne. Marc, tu veux réagir justement à ce que Vincent vient de dire ? Oui, et confirmer que notre enquête dit aussi que les Belges estiment, pour 4 sur 10 en tout cas, qu'ils seront prêts à faire ces travaux-là eux-mêmes. Et donc, le danger, c'est effectivement de ne pas avoir toutes les informations nécessaires pour avoir le PEB adéquat. Alors Attila, pour revenir de nouveau, je recentre sur le débat et sur cette première question que j'ai posée. Quelle est la première chose que je dois faire ? Donc déjà, c'est avoir une analyse de mon bien. On a le choix entre le PEB et l'audit, les deux aussi. Quel est le prix d'un certificateur PEB vs quelqu'un qui va nous faire un audit énergétique? Un certificateur PEB, ça dépend en général de la surface du bâtiment à certifier. Donc si on va partir sur un appartement qui fait plus ou moins 900 mètres carrés, on va être aux alentours de 250 €, tandis qu'un audit énergétique va te coûter de l'ordre de plus de 1 000 €, je pense. Oui, ça j'ai vu, entre 800 et 1 500 € en moyenne pour le prix d'un audit. Le travail de l'audit, il est un peu plus technique, c'est-à-dire que souvent il est amené à venir avec des machines qui font des analyses thermiques de l'enveloppe du bâtiment, qui va te permettre de voir où tu as des ponts thermiques, etc., pour avoir une meilleure mise en œuvre des matériaux. Par contre, moi qui fait plus ou moins une vingtaine ou une trentaine de logements par an à Bruxelles, donc je suis régulièrement amené à étudier ces postes-là. Ce que je fais pour un peu avoir un coût un peu inférieur, c'est que tu appelles un certificateur, tout simplement. Il va certifier ton bien en faisant une simulation, et sur la base de sa simulation, tu lui dis voilà, pour monter de label énergétique, combien de centimètres tu me conseilles pour, par exemple, la façade arrière? Qu'est-ce que tu me conseilles comme type de châssis? Qu'est-ce que tu me conseilles comme type d'isolation en toiture? Et à ce moment-là, il peut faire une simulation sur base de critères qu'on lui aurait demandé à la base et nous délivrer un résultat, on va dire, théorique, exactement. Avant de valider le certificat. Vous conseillez aux gens qui nous regardent d'investir dans l'audit? Pour vous, c'est un investissement qui a du sens quand on cherche à rénover? Christophe? Oui, je pense il faut en fait travailler avec méthode, et donc parfois je pense qu'il y a des travaux qui sont très logiques et qui sont simples à faire et qu'on voit tout de suite, mais pour d'autres biens c'est plus intéressant d'avoir cette vue globale, et puis alors de voir aussi au niveau financier qu'est-ce qui est faisable, quelles sont les premières étapes, et peut-être laisser les étapes pour les années qui viennent. Mais donc avoir un plan de rénovation de son logement à long terme et commencer par un audit énergétique, ça me paraît la base. Bon, je suis obligé de rebondir sur ce que tu dis, tu parles de plan. C'est difficile de planifier en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau politique, parce que c'est vrai, quand on fait un investissement, on l'a dit et on le voit dans l'étude, il y a cette volonté de rendre ça rentable aussi, cet investissement, et pas uniquement pour même si on aime beaucoup notre planète Terre, mais à un moment donné aussi notre portefeuille, on vit dans un monde où on doit avoir de l'argent. Les primes, les aides, c'est fondamental pour aller chercher cette rentabilité, je pense. On en est où là avec cette histoire de primes maintenant, Christophe? On est nulle part. Non, mais simplement. Mais c'est pour ça que moi je suis gêné de la situation politique à Bruxelles, parce que ça a un impact concret sur les citoyens, mais sur la vie globalement à Bruxelles. Ça fait fuir les entreprises, ça fait ralentir le rythme de rénovation des logements, et donc ça a un impact sur notre climat. Oui, ce blocage politique a un impact concret sur la vie des gens, et c'est pour ça que j'essaye d'être faiseur de solutions depuis le début de cette crise. Alors concrètement ici, pour les primes à la rénovation, le gouvernement précédent a dépensé sans compter.
Et donc, ça a pu évidemment faire plaisir aux propriétaires ou à certaines entreprises. Mais le problème, c'est que c'est ingérable au niveau budgétaire bruxellois. Le montant des primes dépensées par la région bruxelloise a été de 140 millions l'année passée. Or, il n'y avait que 70 millions d'euros qui étaient budgétés. Donc, vous imaginez, vous faites un trou de 70 millions d'euros. Et c'est dans un budget bruxellois qui est en grande souffrance, puisque le budget bruxellois est en déficit d'1,5 milliard chaque année sur environ 6,5 milliards de recettes. Donc c'est gigantesque, et ça, chaque année, vous additionnez, vous arrivez à des gros problèmes. Et donc, on doit revoir la façon dont on organise ces primes à Bruxelles. Carton rouge pour toi, Christophe, mais je pense que c'est plus pour le monde politique de manière globale. Ouais, exactement. Enfin, que tu représentes, Christophe, aujourd'hui, c'est pas toi spécifiquement qui est visé, évidemment. Je représente les engagés, moi. J'écoute attentivement Christophe. Après, effectivement, mettre en avant que ça a un coût budgétaire pour la région, je suis d'accord. Mais à côté de ça, il faut penser aux citoyens aussi, à qui vous allez imposer des amendes d'ici 2033. Donc ici, en l'occurrence, on nous demande d'atteindre des seuils énergétiques, mais on veut plus nous soutenir. Donc, il faut m'expliquer comment va faire le citoyen lambda qui aujourd'hui, admettons, est pensionné, à sa maison, il vit dedans, et il a un label G, mais on lui demande d'arriver à minimum E, voire D. Donc c'est un coût global, j'ai fait une analyse pour une maison bruxelloise de plus ou moins 120 000 euros pour faire l'enveloppe du bâtiment. Ça veut dire toiture, façade arrière, dalle de sol, et éventuellement la chaudière. Bon, la chaudière, vous avez déjà enlevé les primes, donc c'est déjà pas mal. Mais comment vous comptez, vous expliquez par rapport à ces personnes? Est-ce que vous allez forcer finalement ces personnes à vendre et quitter leur logement? Vous trouvez ça? Est-ce que moralement, vous pouvez accepter ce genre de situation? C'est la question que je me pose. Mais on est au tribunal et je prends, je sors mon costume de juge. On est au tribunal, mais les accusés sont pas dans la salle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je veux juste rappeler, parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, et que cette situation n'a pas été gérée ces dernières années, et j'étais dans l'opposition. Moi, j'étais nouveau député dans l'opposition, donc je ne suis pas responsable des règles qui ont été émises, de l'accompagnement qui a manqué. Donc ça, clairement, c'est un problème, et on est en train de prendre beaucoup de retard. Ce que je dis, c'est pas qu'on va devoir enlever toutes les primes. Bien sûr, on a des problèmes budgétaires, mais il faut gérer tous les autres enjeux, et les enjeux notamment de rénovation sont là. Donc il faudra qu'on ait des primes. Simplement, je dis, les 140 millions d'euros, ça, c'est plus supportable pour la région bruxelloise. Il va falloir réduire. C'est pas pour ça qu'il va falloir aller à zéro. Et on va devoir donc viser sur les primes qui aident vraiment les gens, où il n'y a pas d'effet d'aubaine et où on aide vraiment les gens à atteindre l'objectif, c'est-à-dire à améliorer leur PEB. Aujourd'hui, il y a une série de primes, une série de plafonds, une série de niches qui ne sont pas utiles et qui coûtent très cher aux contribuables. Et donc, c'est ça qu'on veut faire, c'est faire ça évidemment avec intelligence et méthode pour aider toutes les personnes qui n'ont pas le choix parce que la réglementation va aller être de plus en plus stricte. Ça, c'est clair. Et on le rappelle aussi quand même que ce qui pollue beaucoup aujourd'hui et principalement à Bruxelles, c'est le résidentiel justement qu'il faut absolument rénover. Donc, ça doit être une priorité. Vincent, dans un instant, je te donne la parole. Juste pour revenir là-dessus, Bruxelles, aujourd'hui, on a supprimé toutes les primes ou il y a encore des aides pour 2-3 choses? C'est pas qu'elles sont supprimées, c'est que comme on n'a pas de gouvernement bruxellois, pour le moment, on n'a aucune réforme concernant les primes. Ok, donc aujourd'hui, on peut rentrer des dossiers. Non. Ok, donc là, tout est fermé. Parce qu'en Wallonie, aujourd'hui, il y a un gouvernement. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un gouvernement Wallonie aujourd'hui. Donc, le gouvernement précédent a complètement dépassé les budgets. Ouais. Du coup, on a dû arrêter le système, arrêter l'hémorragie et donc mettre en pause les primes. C'est à contre-cœur, mais ce gouvernement ne savait pas faire autrement puisqu'ils n'avaient pas les crédits budgétaires pour payer les gens. Avec Rénovation, vous avez pu réouvrir une enveloppe budgétaire? Non, oui, alors on a... Donc, je vais reprendre. Le gouvernement précédent a dépassé tous les plafonds. Du coup, milieu de l'année passée, en 2024, il n'y avait plus d'argent sur les comptes pour payer les primes. Donc, on a voté, les engagés, le MR, Écolo, enfin, on était plusieurs partis, à voter une augmentation des crédits pour pouvoir quand même payer toutes les primes qui avaient été promises aux gens. Ouais. Mais on a dit au gouvernement... Attendez, pour 2025, vous mettez tout en pause, le temps qu'on voit clair sur la suite et sur le budget qu'on peut dépenser. Et comme tout est bloqué, ça fait 6 mois maintenant que tout est en pause et que donc plus personne ne peut rentrer de demande de prime. C'est une catastrophe pour Bruxelles. Ok, mais donc le message qu'on peut dire aux gens, c'est sur pause. C'est-à-dire qu'on ne doit pas partir du principe aujourd'hui qu'il n'y aura plus de primes. Non, alors, il y aura des choses qui vont être faites. Voilà. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand et pour combien, mais des choses vont être faites. Donc ça dépend. Chaque parti aujourd'hui défend sa vision. Notre vision, et qui, je vois, fait quand même plus ou moins le consensus, c'est qu'il faut des primes, mais dans un budget limité. On parlait avant de 140 millions d'euros, on va sans doute plutôt parler autour des 60, 70 millions d'euros, quelque chose comme ça, et qu'on va alors sélectionner les primes pour essayer
sélectionner uniquement les primes les plus efficaces avec le plus de résultats, les bons plafonds. Et donc, toutes les primes du passé ne seront plus disponibles dans le futur. Tous les montants du passé ne seront plus les mêmes dans le futur. Mais il y aura certainement encore un système de soutien et de primes pour les citoyens bruxellois. Attila et Marc, je donne la parole, et Vincent aussi, je ne t'ai pas oublié. Je vais profiter pour rebondir 2 secondes, puisque on le rappelle, cet épisode est tourné au moment où justement l'EMR et l'EPS ont déposé une note justement pour essayer de fédérer des partis et créer une majorité. Dans la note du PS, on parle de cibler les primes pour ceux qui en ont le plus besoin. Ça veut dire quoi pour ceux qui en ont le plus besoin? Alors, il faut le demander au PS, et leur initiative aujourd'hui avec le PTB, Écolo, etc. Mais la logique peut s'entendre. D'extrême gauche dans lesquelles nous, on n'est pas à la table et on ne va jamais rentrer là-dedans. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que certainement, il faut maintenir des primes. Peut-être qu'il faut en effet les diriger vers les personnes qui en ont le plus besoin, ou en tout cas faire des montants plus élevés pour les gens qui en ont le plus besoin. Mais je pense qu'il faut garder aussi un système universel, accessible à tout le monde, parce que c'est pas uniquement les bas revenus qui doivent rénover leur maison. Même les gens qui ont des salaires corrects, aujourd'hui, ont du mal à obtenir les PEB nécessaires pour lesquels ils vont être obligés dans quelques années. Donc ces gens-là, il faut aussi les aider. Il va falloir aider tout le monde avec des primes, peut-être aussi avec des prêts à taux zéro, puisque ça limite aussi l'effet d'aubaine, donc on va devoir combiner les systèmes. Et même des gens comme Attila, en veste de costume et en belle montre, vous comptez aussi encore les aider? Je pense que c'est important de soutenir le secteur professionnel parce qu'on contribue largement au développement et au renouveau de l'habitat bruxellois. En fait, il ne faut pas nous mettre de côté ou nous abandonner parce que c'est devenu déjà le parcours du combattant pour un investisseur entre la grille des loyers, les certificats énergétiques à atteindre, les primes, on ne sait pas si elles vont exister ou pas. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut soutenir tout ce pan du secteur parce que on contribue premièrement aux recettes de Bruxelles parce que n'oubliez pas une chose, pour pouvoir se faire, j'achète un bien. Donc lorsque j'achète, je paye des droits d'enregistrement, quand bien même ils sont à 8%. Je revends, l'acquéreur repaye des droits d'enregistrement. Donc je pense que voilà, un acteur comme moi qui fait 20-30 unités par an, on en a une dizaine à Bruxelles, une vingtaine, on crée 500 unités par an avec un label énergétique de qualité. Après, il y a un point sur lequel moi je rejoins Christophe. C'est vrai que quand je regarde la liste, la liste des primes qui étaient octroyées, rénovation d'escalier. Je suis désolé, voilà, c'est une prime qui n'a pas de sens. Ensuite, éléments sanitaires. J'achète un meuble de salle de bain, je vais recevoir une prime. Ça n'a pas de sens, effectivement. Mais par contre, les primes énergie, je pense sincèrement qu'il faut les garder si on veut atteindre déjà, premièrement, le plan climat et les seuils énergétiques. Et secondo, là, j'ai perdu le fil. On était très bien, Attila. Non, mais j'ai perdu le fil. Il y a un truc sur lequel je voulais faire une intervention. Bruxelles a besoin d'entrepreneurs et d'investisseurs comme de pain. Et donc, je peux vous assurer que les engagés, on ne rentrera dans un gouvernement qui sera seulement s'il soutient ces investisseurs et ces entrepreneurs. Et y compris dans le milieu de l'immobilier, parce que ce qui va faire baisser le prix du logement, c'est d'avoir une augmentation du nombre de logements sur le marché. Donc ça, oui. Mais je ne veux pas ici vous faire de fausses promesses et dire que les robinets largement ouverts, comme ces 2 dernières années, avec des montants qui allaient jusqu'à 140 millions d'euros et qui grèvent le budget bruxellois, qu'on va continuer ça. Ça, c'est impossible, mais on va faire ça intelligemment et surtout en concertation avec le secteur pour que ça se passe bien. Christophe, quand même on est dans un gouvernement de transition, ou provisoire, comme on appelle ça. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est peut-être par ma faible culture générale politique, mais on met en place des réformes comme la grille contraignante des loyers, par exemple, mais par contre, le système de primes, personne ne peut se décider. Donc, c'est là que je comprends pas les choses, en fait. Si on veut, imposer certaines choses, ok, on y va, on fonce. Tandis que là, on parle du budget qui a été dépassé. Mais dans les 12e provisoires, on travaille sur les budgets des années précédentes, on est d'accord. Donc, je vois pas pourquoi le budget de base des primes n'est pas octroyé pour 2025. Parce que ça freine l'économie pour le moment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà, le nombre de transactions à Bruxelles a chuté. Et des investisseurs comme moi, j'ai plusieurs projets qui sont en cours, je reste dans l'attente, donc mon projet n'avance pas. Si mon projet n'avance pas, mon entrepreneur ne travaille pas. Vous comprenez? Donc ça va avoir un effet domino sur la suite du budget bruxellois, en fait. Je suis 100% d'accord avec vous. Je rappelle que je ne représente pas ce gouvernement qui est à l'arrêt aujourd'hui. Je suis pas ici pour souffrir, ok? C'est pas ça, je pose des questions d'ordre général. C'est normal. Ce que vous devez comprendre juste, c'est que c'est une situation politique inédite et dans laquelle moi, j'ai pas la main, je suis pas à la tête du gouvernement. Je suis dans la même posture que vous, en train de demander au gouvernement d'agir. Et surtout pas de mener des politiques d'encadrement des loyers comme la gauche l'a fait avec l'extrême gauche ces derniers jours. Et donc ça, c'est, si vous demandez pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et pourquoi ils ont eu la capacité de faire ça, il faut demander
au PS, au PTB, à Écolo. Pourquoi est-ce qu'ils ont été votés ce règlement alors qu'ils ne sont même pas capables de voter un budget qui permettrait de dégager des primes? Je Ça, il compte faut sur leur vous demander pour à faire eux. cette intervention. Voilà. dans la chambre. Mais voilà, Mais c'est- le regardez message mes est passé. interventions en commission, je ne fais que Oui. ça. Le message est passé. Tu as raison, Christophe, de le rappeler. Tu nous fais le plaisir d'être ici sur le plateau. Tu étais dans l'opposition. Aujourd'hui, tu représentes voilà, les engagés à Bruxelles. Et voilà. Mais forcément, c'est l'occasion toujours pour nous aussi Ouais, de bien pouvoir sûr, je suis partager ravi. la parole du secteur. J'aime bien ça. Mais on te vise pas personnellement. Sinon, je ferais pas de Ici, c'est politique. pas une agression envers Christophe, Non, hein, pas c'est du tout. vraiment Non, des mais pas questions du d'ordre tout. général. Mais- hein, mais Christophe, non, mais je t'as pense qu'il a raison. compris. Et surtout, Oui, c'est oui, pour oui. que les auditeurs comprennent aussi qu'on est dans un cycle où, voilà, on est un peu en suspens et qu'on avance. Mais tu sais pas. comment les gens C'est fonctionnent pas aussi. Christophe, Ils peuvent mais c'est le regarder fait que- l'épisode et associer le discours à c'est le visage de Christophe sur l'expert Non, en bien achat sûr. revente et Mais pas non, content, pas c'est du à tout, cause de pas du Christophe. Donc on nuance, C'est nos on partis recadre. politiques qui doivent prendre leurs Et c'est très bien. responsabilités et entendre notre message. Sur la partie politique, on est très bien, on a avancé. Marc, tu viens d'assister à un duel voilà. des titans. Moi, je suis venu pour parler des clients, des propriétaires, c'est ça. et avec des considérations de banquiers. Ouais. Mais je voulais juste revenir de l'importance de ces primes. Avec la Febelfin, donc tous les banquiers réunis, on a fait aussi une étude et on a catégorisé nos clients en 3 catégories. La première, c'est ceux qui ont les moyens de faire leur rénovation eux-mêmes et d'améliorer en considérant une moyenne de 20 000 € pour passer d'un label à un label meilleur. Il y a ceux qui ont les moyens financiers de le faire. Il y a ceux qui ont la capacité de remboursement de le faire, donc ils n'ont peut-être pas les avoirs, mais en tout cas, ils ont les revenus qui vont leur permettre de faire un emprunt pour y arriver. Et il reste, et ça c'est le plus difficile, et c'est pour ça que les primes sont nécessaires aussi, il y a 20% des gens qui ne sont ni dans la première ni dans la deuxième catégorie. Et donc là, il faut trouver un maximum de solutions tous ensemble. Ouais. Bah, c'est clair, le message est passé. Vincent, pour clôturer voilà, tout ce qu'on vient de se dire, tu veux rajouter quelque chose de très concret pour les investisseurs. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais, mais allons-y, étape par étape. Il avait toutes ses On feuilles. va être invité Vincent, étape par étape, un mot positif peut-être pour. Non, je rigole. Quelques chiffres que je voudrais Ouais, quand vas-y. même essayer d'expliquer. 1 milliard, c'est 1000 millions. Rénover le bâti bruxellois, c'est 40 milliards, 40 000 millions. Christophe nous a parlé de 140 millions, qui est une somme déjà très importante. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faut faire. Donc il va y avoir une charge extrêmement importante sur les citoyens. Ça veut dire 39 milliards à charge des citoyens et un peu moins d'1 milliard à charge du public. Donc il y a un décalage tout à fait important. Ça, c'est la première chose. 40 milliards, c'est 10 fois le budget du métro 3. Tout le monde dit, on ne sait même pas comment on va faire les 3 premiers mètres du métro 3. C'est pour ça qu'il s'appelle métro 3 d'ailleurs. C'est les 3 mais on premiers doit mètres. faire 10 fois plus en termes de rénovation. Alors, Marc a dit quelque chose de très très juste. En fait, pour l'instant, on se concentre à peu près exclusivement sur les passoires énergétiques, le F et le G, et on sait qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de revenu et la PEB des habitations des gens. Donc, les habitations avec une bonne PEB sont occupées par des familles à revenus élevés, et au contraire, les passoires énergétiques sont occupées par des familles avec des revenus faibles. À Bruxelles, pour faire des travaux de rénovation, en fait, on fait la chasse à ces passoires énergétiques, et donc on fait la chasse à ces gens qui occupent des bâtiments qui sont dans un mauvais état et qui forcément n'ont pas les moyens de faire ces travaux. Parce qu'à Bruxelles, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit soi-même avancer l'argent, faire les travaux, et peut-être après, si tout va bien, éventuellement, si on a un gouvernement et que le dossier est bien rempli, toucher des primes. Alors il faut savoir aussi que remplir ce dossier de primes, c'est pas facile, parce qu'ici, on parle de dossier de primes et tout. Allez sur le site de HomeGrade, allez sur le site de Rénolution. Il faut avoir un certain bagage intellectuel pour comprendre ce qu'on veut et comment remplir le document. Je ne suis pas certain que la majorité des gens qui occupent des biens F ou G soient d'abord au courant de ces primes et savent comment les remplir. Alors, il y a aussi un chiffre qui m'a particulièrement heurté. Donc, j'ai analysé le rapport qui est disponible sur Bruxelles Environnement, qui est extrêmement bien fait, que personne n'a lu, à mon avis, parce qu'il est vraiment au fin fond du site Bruxelles Environnement. Et ce qu'on voit, c'est que plus de la moitié des primes ont été accordées aux gens qui sont en catégorie 1 et catégorie 2, donc des gens qui ont des moyens assez élevés. Donc les gens qui ont moins de revenus ne demandent pas ces primes ou ne les reçoivent pas, parce qu'ils ne les connaissent peut-être pas. Et donc, là, on se trompe, je pense, de cible. La plus grosse part dans la toiture. Alors, la toiture et l'isolation, c'est quelque chose dont tout le monde parle. Ouais, on y va, on isole la toiture. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier
quand on isole la toiture, on fait plaisir à celui qui habite en dessous de la toiture. À Bruxelles, on n'est pas dans une culture de maison individuelle. À Bruxelles, on est dans une culture, dans un bâti de copropriété de 8 étages. Le gars qui habite le ménage qui habite au 2e étage, qu'on isole la toiture ou pas, ça lui est complètement égal. Parce qu'il a 5 toitures au-dessus de lui et 2 en dessous de lui. Par contre, quand on fait une thermographie avec un avion et qu'on montre que ça clignote en rouge, ça impressionne tout le monde. Mais c'est encore une fois une vision un petit peu... voilà. Et c'est pour ça que l'audit énergétique est très important. Quand vous habitez au milieu d'une copropriété, ne foncez pas au syndic en disant « je veux isoler la toiture ». Vous allez payer la toiture de l'habitant du dernier étage, mais pas améliorer votre certificat énergétique. Vincent, je dois t'arrêter parce qu'il est l'heure tout doucement de déjà dire au revoir à Christophe. Alors je vais quand même lui laisser l'occasion de faire autre chose que se défendre face aux propos d'Attila. Christophe, on est d'accord, tu dois bientôt nous quitter. Si tu devais dire quelque chose encore, un message que tu as envie de faire passer ici par rapport à cette thématique de la rénovation, de tous ces propriétaires, investisseurs qui nous regardent, tu as envie de leur dire quoi ? J'ai envie de leur dire qu'ils continuent à investir dans le logement à Bruxelles, que très bientôt, j'espère dans les tout prochains jours ou toutes prochaines semaines, un gouvernement sera là pour les épauler et pour les soutenir dans ces démarches. Parce qu'on a besoin de logements de qualité à Bruxelles et augmenter le nombre de logements sur le marché. Et donc, on a besoin du privé pour ça. Le public tout seul ne va jamais y arriver. Christophe, il y a encore une probabilité qu'il y ait une majorité de gauche dans quelques jours, quelques semaines, à laquelle vous devrez peut-être à un moment donné vous associer. Est-ce que tu peux t'engager ou pas, mais en tout cas nous donner ton intention ici ? Si tu dois faire une association avec ces partis de gauche, est-ce que tu vas leur demander de revenir en arrière sur la grille des loyers ou de revoir la grille des loyers, revenir en arrière sur toutes ces mesures qui ont été prises et qui font potentiellement fuir les investisseurs ? Bien sûr, c'est ce que nous, on met sur la table de négociation, c'est ce qu'on défend. Maintenant, ce qu'on va pouvoir obtenir dans n'importe quelle configuration de coalition, je ne peux pas vous l'assurer ici, mais en tout cas, ce que nous, on va défendre, oui, c'est une vision, pas une vision du logement social à Bruxelles, une vision sociale du logement, où on soutient les investisseurs, où on soutient les personnes aussi en nécessité, mais aussi avec un volet responsabilité, bien sûr. Merci Christophe, c'était court, intense. On te réinvitera évidemment parce qu'il y a plein de sujets importants à évoquer pour Bruxelles, les AIS, la fiscalité aussi, il y a plein de choses intéressantes. Je serais ravi. Et je sais aussi que tu affectionnes beaucoup aussi les crypto-monnaies et ce sera peut-être un jour aussi un épisode qu'on pourra faire immobilier ou crypto-monnaie. Ah, mais il y a un banquier, ça. Je suis ravi. fais pas de la crypto, moi. Je suis ravi. Tu reçois un courrier en disant qu'ils ont arrêté la collaboration avec ta personne. Et ce que je propose, c'est qu'on remplace. Non, on ne remplace jamais Christophe de Beukelaar, qu'on accueille sur le plateau Eric Spitzer, CEO d'Immovlan. Merci Christophe, merci et à très bientôt sur le plateau. À très vite, au revoir. Eric Spitzer qui nous rejoint. Merci Eric d'être resté sur le banc de touche. Mais c'est celui qui fera la différence. Exactement, toujours prêt à monter pour le dernier quart d'heure. Bon, c'était assez dense, c'était assez politique les amis, mais en tout cas ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour les Bruxellois, ceux qui veulent investir à Bruxelles, voilà, il y a des choses qui vont arriver, il faut juste un peu être patient. Une petite parenthèse rapide, Vincent, sur les primes juste en Wallonie, rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus rapidement sur les primes en Wallonie ? Une saga avec quelques dates. Donc pour le 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin, quelques jours avant, le gouvernement wallon a dit attention, on explose tous les budgets et donc on arrête les primes à peu près du jour au lendemain. Donc ça a été un coup de massue pour pas mal de gens. Donc ceux qui ont introduit leur dossier avant le 14 février 2025, ancien régime, rien ne change. Il y a eu une période transitoire entre le 14 février et le 28 février, donc vraiment très court. Si vous avez payé un acompte de 20% des travaux et que vous n'aviez pas encore introduit la demande de régime, la demande de prime, vous bénéficiez encore de l'ancien régime. À partir du 14 février, si vous n'aviez pas encore introduit votre demande de prime et que vous n'avez pas payé d'acompte, vous passez dans le nouveau régime transitoire, c'est-à-dire un durcissement des primes. Et je mets jaune. C'est trop technique, c'est trop long. À partir du 1er octobre 2026, il y aura un régime global qui n'est pas encore déterminé. Okay. Alors, qu'est-ce qui est éligible ? Pas mal de choses. Alors, ce qui est très important en région wallonne, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'obligation pour avoir des primes de passer par un auditeur énergie qui est qualifié, certifié et qui vous donne un plan d'action. Alors, juste pour conclure, l'opposition a beaucoup critiqué cette mesure en disant on réduit de 60% les primes. Mathématiquement, c'est correct, mais il faut quand même tenir compte d'un facteur, c'est qu'on supprime les primes
pour les salaires, pour les ménages aux revenus supérieurs à 114 400 €. On peut se poser, je pense, assez justement la question, est-ce que quand on gagne 114 000 €, est-ce qu'on doit bénéficier de primes, oui ou non? Et donc, en parallèle à Bruxelles, c'est encore une fois cette classe de la population qui est la plus aisée, qui a le plus facilement accès à ces primes parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils sont capables de remplir les formulaires, etc. Et donc, en coupant cette tranche-là, eh bien sûr, il y a moins de gens qui demandent des primes. Et donc, mathématiquement, le montant total a baissé. Mais pour les ménages avec des revenus faibles ou moyens, il y a toujours des interventions qui vont jusqu'à 70% du coût des travaux. Et on va parler justement peut-être aussi des amis qu'on peut avoir quand on cherche à rénover, tous ces acteurs qui peuvent nous aider peut-être pour remplir ces demandes de primes et y avoir accès. On a la chance d'avoir Marc avec nous de chez BNP. On a quand même pas mal de questions à vous poser par rapport justement à comment la banque peut aider. Ça tombe bien, j'ai pas mal de réponses. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on a parlé effectivement de l'importance de faire un audit, d'avoir un PEB, de l'importance de pouvoir profiter des aides, en tout cas de s'informer sur les aides qui existent, puisqu'on le rappelle aussi, une aide, la demander a posteriori, ça ne marche pas, il faut l'anticiper, la demander avant. Mais après, il faut qu'on pose la question du financement par rapport aux banques. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Les banques proposent des solutions aujourd'hui? Oui, mais aussi pour les publics précarisés? Oui, bien sûr. Okay. Et je vais y venir. Mais avant ça, il faut toujours se poser la question de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, comme pour n'importe quel ménage dans n'importe quelle situation. Les dépenses, c'est les frais à l'acquisition, c'est l'achat et c'est la partie rénovation. Et il faut que le total de ces trois postes corresponde à des sources de financement. Donc, le crédit, les fonds propres, ce que les gens savent mettre sur la table, et les aides, donc qui sont dans certains cas essentiels. Donc d'abord, avoir un équilibre entre les deux, parce que sinon, à un moment donné, ça va coincer. Et alors, qu'est-ce que les banques peuvent offrir pour le moment? La première chose, c'est essayer de faciliter l'accès au crédit. On a des normes qu'on doit absolument respecter, donc on ne peut pas octroyer du crédit comme ça. Mais dans l'accès au crédit, par exemple, ce qu'on fait, c'est quand c'est un bien avec une bonne performance énergétique, le calcul de ce qu'on appelle le ratio charge-revenu, donc ce que le client a comme revenu et qu'on compare à ses charges, est plus favorable parce que les charges, on les diminue en fonction de la performance énergétique du bâtiment. Ça, c'est une première possibilité. On redonne ce qu'on ne faisait pas avant, de la possibilité aux clients de faire du crédit en 30 ans. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est complètement fou. Mais ça permet, pour 1 ou 2%, c'est pas plus que ça chez nous, mais 1 ou 2% à des jeunes ménages, d'avoir l'accès au crédit. Peut-être que la charge était un peu trop lourde en 25 ans, mais ça facilite dans certains cas de figure. Autre possibilité que les banques offrent, c'est, par exemple, du crédit aux copropriétés. Donc ça, c'est un vrai problème, les copropriétés, parce qu'on ne sait pas faire un crédit hypothécaire classique, parce qu'il y a des multipropriétaires, parce qu'on ne sait pas prendre une garantie sur le bâtiment, et qu'on ne sait pas prendre tout le monde, tous les copropriétaires en garantie. Et donc, ici, maintenant, il y a une offre disponible pour faire du crédit à la copropriété. Et donc, et on a aussi besoin du partenariat des politiques qui vont faciliter l'aspect décisionnel de ces crédits-là. Donc, il existe toute une série de choses. Et c'est valable pour BNP, mais c'est valable aussi, finalement, globalement, pour toutes les banques, même s'il y a des petites nuances qui se font d'une banque à l'autre. Il y a des nuances, et ce qui est très agréable, c'est de voir que toutes les banques s'y mettent, avec des solutions qui sont différentes d'une banque à une autre. Oui, et même des solutions identiques aussi. On a parlé aussi dans un épisode, Eric, avec Cédric Matt, qui était venu chez nous, qui parlait aussi du taux réduit quand on cherchait à acheter un bien avec un PEB intéressant. Mais c'est vrai qu'une grande avancée, et je pense même que dans l'accord du gouvernement au niveau fédéral, il en était question aussi, de favoriser ou de faciliter l'accès au crédit pour les copropriétés, parce que c'est un vrai problème, parce que si vous avez même 5 ou 8 copropriétaires dans un bâtiment, vous n'êtes pas spécialement, tout le monde n'est pas dans la même situation, n'a pas les mêmes moyens financiers, n'a pas les mêmes envies, va être moins sensible pour celui qui est en dessous du toit que celui qui est au rez-de-chaussée. Et donc c'est clair que la facilitation du crédit pour les copropriétés est vraiment une avancée. Et on en a parlé dans un des épisodes sur les copropriétés qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Marc, par rapport justement au financement, là tu parles finalement de ceux qui vont devenir propriétaires et qui intègrent peut-être ça dans leur crédit global, etc. Je suis déjà propriétaire. Et comme Attila l'a dit, peut-être une personne, on va pas prendre le cas des personnes plus âgées. On va dire, propriétaire, j'ai un bien qui avait un PEB qui était pas bon, j'ai 35 ans, 40 ans, je dois rénover. Comment vous calculez
le taux d'endettement, enfin la capacité d'emprunt, pardon, la capacité d'emprunt. Est-ce que c'est de la même manière? Est-ce qu'il faut venir aussi avec un apport propre? Est-ce que vous prêtez 100%? Comment ça Tout dépend fonctionne? de la valeur de la maison, en fait. Et donc, on sait aller jusqu'à ce qu'on appelle la quotité, 90% d'emprunt par rapport à la valeur de la maison. Ça, c'est la norme. Mais on peut aller au-delà, et surtout quand c'est pour faire des rénovations énergétiques. Donc, ça dépend de ça, en fonction de sa capacité d'emprunt, qui sera plus grande si le PEB est bon. Donc, je le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a un écart qui se creuse entre les bâtiments avec une bonne performance énergétique et les mauvais. Ça veut dire que la capacité d'emprunt est plus grande. Et donc, là où on a formé 180 experts, c'était des gens qui chez nous commercialisaient le crédit hypothécaire. Ils sont tous formés avec une dimension sustainable maintenant. On ne se substitue pas au guichet énergie et tout ça. Ils ont bien sûr le rôle et c'est eux les spécialistes. Mais en tout cas, on est capable maintenant de donner toute une série d'informations. On veut vraiment être le partenaire des clients qui ont envie de rénover et pas juste celui qui octroie le crédit. On va parler justement peut-être des autres services que la banque peut proposer. Eric, je reste juste 2 secondes sur l'aspect financement. C'est là-dessus que tu voulais rebondir ou pas? Alors je te laisse rebondir, tu seras plus pertinent que moi. Bien, il m'a pas mis de carte jaune. Pas du tout. Même là, est-ce qu'il y a une carte pour abonder dans son sens? Non. Voilà. Mais ce qui est très important, la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est propriétaire depuis un certain nombre d'années de son bien, qui l'occupe et qui dit je vais devoir y passer, il faut que je le rénove parce que la performance n'est pas bonne. Ce bien, imaginons, il l'a acheté 400 000. Il a déjà remboursé un paquet d'années. Son crédit hypothécaire, il doit plus que peut-être 250 000. Le bien, entre-temps, vaut quand même 500 ou 550. Donc, au niveau de la sûreté, ce que Marc disait, au niveau de la sûreté, il va pas avoir trop de problèmes à le faire financer puisqu'il a déjà remboursé son crédit initial. Donc, il y a une place libre et le bien a pris un peu de valeur. Et il va prendre encore plus de valeur si l'isolation et la performance énergétique est meilleure. Donc, ce côté-là, c'est plutôt confortable. Ce qui est moins confortable, c'est celui qui achète, qui est déjà ric-rac et qui, 2-3 ans après, doit commencer à faire les travaux parce qu'il n'a pas encore remboursé assez de son crédit. Et là, c'est plus problématique. Mais quelqu'un qui est propriétaire depuis quand même 5, 10, 15 ans, je dirais que c'est moins compliqué. Ouais. Pour les nouvelles acquisitions, je vais te poser la question à Marc, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, vous imposez dès l'achat d'obtenir un label énergétique qui va être meilleur. Donc, si quelqu'un se fait financer pour un label G, je pense que tout de suite, vous lui proposez d'augmenter son certificat énergétique, de l'améliorer grâce à des simulateurs, notamment, je pense, qui sont faits directement au sein des banques. Et ça vous permet de le financer, vous assurer qu'il arrive à un certain label. Est-ce que c'est pour vous prémunir des normes qu'on doit atteindre en 2033 et surtout vous prémunir du fait que si votre client ne rembourse plus son prêt hypothécaire, vous avez la certitude de pouvoir vendre son bien en vente publique? On ne va pas aussi loin que ça. En tout cas, on veut jouer le rôle de partenaire de tous ces acteurs-là. Donc ça veut dire que oui, en effet, on essaie d'encourager les travaux, mais on n'est pas dans un cadre d'obligation, on n'impose pas, même quelqu'un qui achète un mauvais bien, mais on essaye vraiment de l'inciter, on lui donne un maximum d'incitants pour essayer d'améliorer la performance énergétique. Moi je pensais que les banques aujourd'hui imposaient aux candidats qui faisaient un crédit hypothécaire d'atteindre un certain seuil énergétique. Il y en a un autre qui en tout cas est plus peut-être pas chez BNP, peut-être dans d'autres banques, mais je pense qu'il y en a qui... En disant que si le bien acheté est un bien qui a une passoire énergétique, il y a une obligation, en tout cas, ils doivent prévoir dans l'opération globale à un certain moment d'aussi faire les travaux. Ça, on tient compte effectivement d'un potentiel travaux à faire, mais peut-être pas l'imposer au moment de l'achat, mais se dire, là, on va limiter l'emprunt disponible parce qu'on sait que derrière, à un moment donné, il va falloir faire des rénovations. Donc on le prévoit, mais sans l'imposer au moment de l'achat. Je pense qu'à un moment donné, ça va couler de source, ça va devenir logique. Si je suis banquier, je prête de l'argent à quelqu'un. Je sais qu'en 2033, F et G doivent disparaître. Il a acheté un bien de label G. En 2037, il ne sait plus me payer. Je dois le mettre en vente publique. Je dois m'assurer qu'il est plus sous le label G parce que je ne peux plus le vendre. Peut-être que ce sera interdit, on ne sait pas encore. Mais du moins, comme le F et le G doivent disparaître, moi, en tant que banquier, j'aimerais quand même me prémunir de ce risque. En fait. Attila, si toi, tu es banquier, on n'est pas dans la mouise. Bon, les amis... Je baisse les taux pour relancer l'économie. Voilà. Les amis, sur le débat, la réflexion est lancée. Le débat continue aussi en commentaire. On doit avancer parce qu'on dit qu'on est déjà à plus de 52 minutes. J'ai une dernière question. Non, mais on a encore un peu de temps. Mais c'est pour aller sur autre chose ou Non, c'est pour justement pour poser cette question. Par exemple, à partir du moment où la banque octroie un financement pour rénover et augmenter sa valeur énergétique, quid si le client n'arrive pas au label souhaité, etc. Est-ce que ça
Ça a un impact pour vous ou pas? C'est-à-dire que le prêt est fait sur une promesse qui finalement, au final, n'est pas tenue. Par exemple, en Flandre, je pense qu'on a l'obligation d'améliorer son score énergétique. Donc, lorsque vous faites un financement en Flandre, et c'est là où le problème se pose, il y a des appartements ou des configurations de biens dans lesquels c'est difficile d'aller plus haut juste en changeant ses châssis, par exemple, parce que le chauffage est en copropriété, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure-là, au fait, à ce moment-là? En tout cas, nous, il n'y a rien de contraignant. Non, okay. Donc, c'est plutôt les autorités qui imposent en Flandre. Ouais. Et nous, on essaye d'accompagner dans cette histoire. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Et le taux, est-ce qu'il y a un taux préférentiel? Alors, il y a un taux préférentiel. Nous, on le fait à l'acquisition. Et s'il y a des travaux prévus, on peut prévoir la performance énergétique à la fin des travaux. Et notre façon de fonctionner, je peux parler que pour ma banque, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a une délivrance de fonds, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas donner tout l'argent du crédit en une fois, ce sera pour l'achat, et puis les travaux, ce sera par tranche, sur présentation de factures. Et là, on va vérifier que les factures correspondent bien à l'engagement du client d'améliorer sa performance énergétique. Et pourquoi on octroie un meilleur taux d'intérêt à quelqu'un qui a un label vert plutôt qu'un label rouge? On l'arrête plus. Non, mais vu qu'on me dit qu'il n'y a rien de contraignant à la banque, donc je ne comprends pas pourquoi il y a une différenciation de taux entre un label énergétique de qualité et un qui n'est pas de qualité. C'est pas contraignant, ça c'est plutôt encourageant. C'est dire si vous achetez un bien avec une bonne performance énergétique ou si vous vous engagez à l'améliorer, vous aurez un meilleur taux. Ouais, on le voit plutôt comme ça, plutôt que. Oui, mais vous disiez que ça changeait rien à la base pour vous, le fait qu'il a. J'ai pas dit que ça ne changeait rien. Je dis que nous, on n'est pas là pour contraindre le client, l'obliger à. Ok. Ça va. Attila est très très chaud dans il a commencé en douceur, petit moineau tout gentil. Là, il devient un aigle. Attention, c'est pas vrai. Mon objectif, c'est pas d'être embêtant. Je t'assure, c'est de comprendre certaines choses. Je te promets. Au pied du studio, il y a un super restaurant. Allez continuer le débat tout à l'heure, juste à côté. Mais non, c'était pertinent évidemment, Attila. Mais voilà, on est toujours pris par le temps dans ces émissions. Même si je sais que vous nous dites, mais faites des épisodes de 2 heures. Oui, ok, mais on a un réalisateur à payer et qui nous coûte très très cher à chaque minute d'émission. Bon, on continue 2 secondes rapidement. On a parlé de l'aspect financier par rapport aux banques. Je sais qu'il y a un point. Alors de nouveau, on n'est pas occupé à faire la promo de BNP. On n'a pas été payé par BNP pour faire cet épisode-ci. Mais c'est important aussi de savoir est-ce que les banques... Moi, je suis payé par BNP, mais j'essaie d'être le porte-parole du secteur bancaire. On a parlé de la difficulté, Vincent, tu l'as évoqué, pour certaines personnes de pouvoir comprendre tout ça, remplir les documents, etc. Vous faites en sorte aussi de vous associer à pas mal d'acteurs aussi pour essayer de conseiller. Est-ce que ça a du sens de toquer à la porte de sa banque pour autre chose que du financement ? Pour justement être conseillé, peut-être aider pour les primes. Est-ce que les banques, par exemple, aident au remplissage des documents pour les primes, par exemple ? Non, ça okay. les banques ne font pas et on ne peut pas le faire. Par contre, informer notre client dès le départ de son projet, ayez un PEB, c'est important s'il ne l'a pas encore. Et puis après ça, voilà ce qu'on peut vous proposer. Voilà le crédit. Comme vous avez un mauvais PEB, voilà les rénovations envisageables. Et voilà l'impact que ça pourrait avoir sur votre PEB. Et ça représente un montant de autant. Donc, on peut envisager un crédit de autant avec une charge mensuelle qui représente une certaine somme. Et derrière ça, la comparer avec, donc on peut aller très loin, la comparer avec l'économie d'énergie qu'il y aurait par ailleurs. Donc, ça, on peut faire. Mais aller au-delà de ça, c'est plus notre rôle. Mais donc on veut vraiment être partenaire et pas juste le dispensateur de crédit. Ok, donc on peut venir chercher de l'information sans ressortir avec une assurance familiale. On peut juste venir. Il faut une assurance familiale. Oui, évidemment, mais on peut juste aussi venir chercher de l'information chez vous. Et ça aussi, on le mettra en commentaire parce que c'est aussi un des points de la conférence de presse que vous avez évoqué. Vous avez créé cet écosystème avec pas mal d'acteurs pour pouvoir justement avoir de l'information, avoir des permis plus rapidement, c'est un certain document, etc. On mettra le lien en commentaire, Marc. Eric. Oui, deux remarques. D'abord, les banques sont bien conscientes qu'elles doivent se diversifier aussi dans leurs services et plus juste avoir un compte, un crédit pour la voiture ou la maison. Donc, certaines développent des plateformes vraiment pour l'entretien des chaudières, pour des panneaux solaires, etc., etc. D'autres ont une série de partenaires, on va dire, privilégiés vers lesquels elles aiguillent. Ça, c'est la première chose. Donc, les banques jouent un rôle, pas actif jusqu'au bout, mais jouent un rôle. Et puis, on parle quand même de quelques dizaines de milliers d'euros de primes. Ça vaut quand même, pour celui qui les fait, de se bouger un peu, quoi. Je veux dire, il ne faut pas tout leur faire non plus. Les gens doivent un petit peu aussi prendre les initiatives, aller chercher les informations, remplir les documents.
c'est pas juste pour 500 €. Oui, mais c'est pas simple, honnêtement. C'est un vrai dédale. C'est mais ça. je veux dire, la Avec carotte est quand même importante au bout du truc. Tu disais toi-même, carton jaune, non, mais non, c'est pas carton jaune, c'est pour rebondir en fait. C'est pas jaune de rouge, rebond. si je suis pas d'accord, jaune, c'est pour rebondir. Moi, je voudrais informer les personnes qui nous regardent que moi-même, en tant que professionnel, acteur de l'immobilier depuis plus d'une dizaine d'années, j'en ai demandé des primes. Okay, je ne remplis pas les documents moi-même. Je passe par des sociétés externes. Okay, qui prélèvent 10 à 12% du montant total qu'on va obtenir en prime. Donc je trouve que voilà, si on veut pas s'embêter parce qu'on n'a pas les capacités intellectuelles ou les connaissances, parce que c'est pas évident du tout à les remplir. Hein. Donc on peut s'adresser à ces sociétés, leur déléguer la tâche, et alors l'octroi de la prime va beaucoup plus rapide, et on est sûr et certain surtout que lorsque le dossier est introduit chez Bruxelles Environnement et Rénovation pour l'obtention de la prime ou à la région, il est introduit de manière complète, et on va pas avoir des refus parce qu'il manque tel ou tel ou tel document. Il y a un travail qui est fait en amont afin de permettre de pouvoir bénéficier des primes plus rapidement. Je mets ça sur Google, chasseur de primes énergétiques. Il y a une société qui s'appelle Chasseur de primes. C'est pas vrai. Incroyable. Et ils ont été très smart et très malins. En parlant justement des amis, de ceux qui peuvent nous aider, on a parlé des banques qui peuvent être aussi une porte d'entrée pour avoir de l'information. Il y a les guichets énergie en Wallonie, Vincent, c'est ça? Et l'équivalent à Bruxelles, plus ou moins, c'est à Bruxelles, en fait, il y a Homegrade, hein, qui est un organisme qui existe depuis pas mal de temps maintenant, d'ailleurs qui a été un de mes clients, et qui vous reçoivent ce rendez-vous et vous guide dans le dédale, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des primes, parce qu'il faut savoir en plus qu'à Bruxelles, il y a des primes qui sont données par Bruxelles Environnement en Rénolution, mais il y a des primes qui sont données par Urban. Ce sont deux ministres de tutelle différents. Urban, c'est Rudy Vervoort, Rénolution, c'est Alain Marron. Ah, si c'est Rudy Vervoort, on est bien. Et tu fais bien de le souligner, mais même... Donnez-moi les cartons rouges. Même à ce niveau-là... Parce que je vois Marc BNP qui doit rester neutre. Peut-être qu'il rigole intérieurement, mais non, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Sorry, Vincent. Effectivement, donc il y a deux ministres différents, de partis différents qui ont ces responsabilités. Urban avec Rudy Vervoort, Rénolution avec Alain Marron, et on voit entre ces deux acteurs de la politique des invectives dans la presse. Alain Marron qui dit oui, mais c'est Rudy Vervoort qui donne pas les primes ou qui est en retard. Rudy Vervoort qui dit oui, mais non, parce que les dossiers qui m'arrivent de Rénolution, etc., etc. Donc, malheureusement, le thème du climat sert aussi à alimenter l'animosité politique au lieu d'œuvrer vers un but commun qui est la rénovation du bâti bruxellois. Pour les Bruxellois, Bruegel, ils servent à quoi? Bruegel.Brussels? C'est un régulateur plutôt, je pense. Je ne suis pas... Bruegel, je ne suis pas certain à 100%. Christophe l'a cité aussi, donc visiblement, en tout cas, je vais mettre le lien en commentaire, mais visiblement, c'est un acteur. C'est pour l'énergie. C'est un comparateur d'énergie. Il contrôle les prix de l'énergie et il donne un comparatif des prix, mais ils n'interviennent pas au niveau des primes. Michel Villani arrive dans un instant, les amis, pour sa chronique, la chronique de Thomas Épiron, expert en rénovation, en construction. Et justement, comme on parle de rénovation, le lien n'est pas direct, mais on va parler des constructions en bois. C'est vrai que le bois revient en force. Et parfois, on se dit que c'est peut-être un retour en arrière. On va voir la réponse dans un instant avec Michel Villani. Rapidement, encore des petites questions que les gens se posent, qui cherchent à rénover. Ils ralentissent un peu leurs investissements à cause parfois du contexte aussi international. On voit des guerres, hausse des prix, pénurie de main-d'œuvre, absence de gouvernement. Marc, comment il faut se positionner par rapport à tout ça? Il faut avoir peur, il faut attendre. Vous dites quoi finalement à vos clients? C'est extrêmement compliqué parce que effectivement, donc c'est ce que l'enquête disait. La première motivation, elle reste économique. Et quand on voit les prix qui augmentent ou des entrepreneurs qui ne savent plus garantir des prix à plus de quelques semaines et que l'impact écologique, en tout cas d'économie sur la performance énergétique est moindre qu'il y a 2-3 ans, c'est extrêmement compliqué. Alors comment est-ce qu'on se positionne? Nous, on encourage toujours à la rénovation et avec toute une série d'incitants. Mais effectivement, après... On ne peut pas le faire à la place du client. On peut inviter, informer, encourager, mais aller plus loin, c'est compliqué. Vincent, toi qui conseilles pas mal d'acteurs, par rapport au contexte actuel, tu leur dis quoi aujourd'hui? Tu intègres ça dans ton équation? Bien sûr, en fait, le neuf devient extrêmement compliqué. Quand je dis extrêmement compliqué, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. D'abord, les normes pour faire du neuf sont extrêmement élevées. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un projet neuf, c'est pas forcément un projet qui sort de terre. Un projet neuf, ça peut être aussi un projet ancien dont le budget des travaux est suffisamment conséquent que pour qu'il redevienne neuf au sens de la TVA.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fiscalité en Belgique, c'est une soupe pas possible. Il est difficile de s'y retrouver. Vous achetez un bien d'occasion, entre guillemets, en région flamande, ça peut vous coûter 1% de droit d'enregistrement. Vous achetez un projet neuf, c'est 21%. Vous achetez un projet en démolition, reconstruction, à certaines conditions, c'est 6%. À Bruxelles, c'est 12% et demi avec un abattement. Donc, la comparaison, elle est bien sûr écologique, elle est bien sûr en termes de confort, mais au niveau financier, il faut faire des calculs quand même assez évolués. Alors, pour le neuf, il y a quand même un gros problème. Je prends le cas de Bruxelles. Obtenir un permis à Bruxelles, dans la théorie, c'est un an. On va chez Urban, on fait son dossier, on le dépose, on a sa réponse, ça prend un an et demi. Dans la pratique, c'est plutôt 2 ans. Et la vraie pratique, c'est recours, parce que maintenant, tout le monde peut faire des recours. Un recours, c'est au Conseil d'État, c'est 3 ans. Donc, c'est 5 ans pour faire un projet neuf. En 5 ans, avec les taux d'intérêt actuels, il faut porter son terrain pendant 5 ans à du 4% et demi. En 5 ans, les prix des matériaux, on ne sait pas du tout où ils vont aller. Et les entrepreneurs ne font plus de budget enveloppe fermée. Ils disent, aujourd'hui, c'est autant, mais dans 2 ans, il y aura une clause de révision de prix. Et peut-être que les normes vont évoluer. Et donc, prévoir le prix de sortie d'un bâtiment neuf dans 3, 4, 5 ans, c'est impossible. Vincent, alors, tu as peut-être mélangé 2 épisodes, puisqu'on va faire un épisode sur le neuf. En tout cas, c'est une manière de teaser, d'annoncer que un épisode sur le neuf est disponible ou arrivera en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On parlera du neuf, mais donc le contexte a un impact et c'est important de s'y intéresser, de poser les bonnes questions quand même autour de vous pour pas avoir de mauvaises surprises. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a plein de sujets qu'on pourrait encore aborder. Marc, on t'a gardé plus longtemps que prévu. J'espère que tu vas pas... C'est un vrai bonheur. J'espère que tu vas pas nous punir et vider mes comptes en sortant d'ici. C'est déjà fait. J'ai sonné à la pause. C'est bloqué. Je m'en suis chargé avant toi, tu sais. Marc, un mot de la fin peut-être pour toi, avant de nous quitter, avant de recevoir Tom Villani. Michel Villani. Non, mais voilà, simplement dire que le débat est vaste, que l'enjeu est majeur et qu'on a intérêt à tous se mettre dans la même direction et c'est parfois compliqué, on l'a encore entendu aujourd'hui. Marc, je te remercie et on va accueillir Michel Villani sur le plateau. Merci Marc. Michel s'est installé dans notre studio. Il dort même, je pense, dans ce studio. Merci Michel d'être là. Je t'en prie. La chronique de Thomas Epiron, expert en rénovation, en construction. Et dans quasi chaque épisode jusqu'à la fin de la saison, ils vont venir prendre quelques minutes pour vous partager un bon plan. On va parler des constructions en bois. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit dans un autre épisode, Eric, je ne sais pas si tu t'en souviens, que dans les matériaux un peu tendance, le bois revient en force. On va en savoir plus dans un instant. Mais j'ai failli oublier, Attila, une de tes anecdotes que tu m'as partagée en off. Tu es occupé à vivre une expérience particulière avec un bâtiment que tu aimerais bien mettre en AIS, donc les agences immobilières sociales. C'est ça exactement. Donc c'est un projet pilote. Ouais. Je vais appeler ça comme ça. C'est un immeuble que j'ai racheté, je pense, l'année dernière, que je suis occupé à rénover. Et donc, comme c'était un immeuble qui était une vraie passoire énergétique qui est en très très mauvais état, il fallait faire des investissements qui sont assez importants pour le mettre au standard du marché et le mettre en location. Donc, j'ai fait mon petit plan financier. J'arrivais à un budget de travaux équivalent de peut-être 350 000 euros pour la remise en état de cet immeuble. Et j'ai mis ça en perspective avec les primes que je pouvais obtenir. Donc, il faut savoir une chose, c'est que pour l'obtention des primes, lorsque ce sera toujours d'actualité, on a 3 catégories. La catégorie 1, 2 et 3. Donc la catégorie 1, c'est les montants les plus faibles, avec donc les personnes qui auront les revenus les plus hauts. Et la catégorie 3, ce sont les montants de primes les plus élevés par poste pour les revenus les plus faibles. Donc la petite astuce, c'est qu'en signant un contrat de mise en location au sein d'une agence immobilière sociale, je suis éligible à l'obtention de toutes les primes, pas seulement énergie, mais toutes les primes qui sont reprises sur le tableau des primes en catégorie 3. C'est-à-dire, à titre d'exemple, la rénovation, l'isolation d'une toiture. Au lieu d'avoir 30 euros le mètre carré, on est à plus ou moins 70 ou 80 euros le mètre carré. L'étanchéité de la toiture, au lieu d'être à 35-40 euros le mètre carré, on est à 90 euros le mètre carré. Du coup, sur un poste de toiture que j'aurais dû tout de même refaire parce que c'était un immeuble qui était en très mauvais état, donc je suis à un coût moyen de 200 euros le mètre carré, mais je suis subsidié à hauteur de 150 euros le mètre carré par les primes parce que je le mets en location au sein d'une agence immobilière sociale. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans mon plan financier, le calcul que j'ai fait, c'est me dire, OK, j'ai 5 unités de logement. Si je les mets au sein d'une agence immobilière sociale, j'ai un revenu locatif qui est 25% en dessous du marché privatif. Par contre, cette différence-là, elle est compensée par le montant des primes que je vais pouvoir obtenir dans un laps de temps, juste après les travaux, assez court. Donc, ça va lisser la perte des loyers dans le temps. Et par la même occasion, je vais me retrouver avec un immeuble qui a été entièrement rénové. Et également, on a une exonération du précompte immobilier.
Et voilà, Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et alors, à côté de ça, petit plus, ça permet également de faire du logement social, c'est-à-dire d'œuvrer pour les plus démunis et pouvoir contribuer également à la société. Donc voilà, c'est un projet que j'ai lancé. Malheureusement, je suis en stand-by pour la rénovation du toit et de la façade arrière parce que on n'a pas de prime pour le moment, donc je ne sais pas comment va se passer ce projet pilote. D'où l'appel aux politiques. Faites vite un gouvernement que je sois déterminé et que je puisse avancer dans mon projet. Et donc pour les investisseurs qui nous regardent, on parlait en début d'émission de cette importance aussi d'aller chercher la rentabilité. Il y a des mécanismes comme ça, créatifs, Eric, qui peuvent nous aider. Alors, c'est de la rentabilité différente, mais c'est une rentabilité de tranquillité aussi. Parce qu'on a la certitude d'avoir ses loyers dans les ABS, on a la certitude d'avoir son loyer qui rentre, pas de vide locatif, pas de mauvais payeurs. Enfin, il y a peut-être des mauvais payeurs, mais c'est couvert par l'institution, donc ça c'est très bien aussi. Et pas, comme Attila l'a très bien dit, pas de précompte immobilier. Donc, quelque part, la diminution de loyer est compensée par aussi moins de taxes et plus de tranquillité. Agence immobilière sociale, retenez bien ce mot. On a déjà fait un épisode rapide, on va en refaire un. C'est Vincent qui me l'a suggéré aussi, qui trouvait que c'était une bonne idée. Et vraiment, quand on entend ce qu'Attila vient de dire, je pense qu'on peut remettre le dossier sur la table, le réouvrir et se poser la question, tiens, est-ce que c'est intéressant finalement de mettre ces logements en AIS? Il est temps tout doucement de terminer cette émission. Michel Villani et les constructions en bois, c'est la chronique de Thomas Épiron. Construire en bois, ça fait pas un peu moyenâgeux tout ça? C'est une façon de voir les choses. Et pour faire le lien avec toute l'émission et la rénovation de manière générale, c'est vrai que on voit souvent, on associe souvent la rénovation au béton et à la brique et pas au bois, alors que ça a vraiment aussi des bonnes qualités pour venir surélever notamment les appartements et recréer des étages. Mais au-delà de ça, pour revenir sur le bois et la thématique que tu proposes, le fait que c'est pas revenir en arrière, en fait, on a longtemps associé le bois à une image qui est traditionnelle, alors que c'est vraiment un des matériaux actuellement qui est le plus performant et le plus innovant, notamment pour faire des maisons qui sont contemporaines. Et loin de l'image traditionnelle, en fait, une maison en bois, c'est une maison qui a vraiment beaucoup de performances. Il y a des performances qui sont élevées, puis c'est naturel, c'est local. Ça te permet de construire plus vite, ça permet aussi de construire plus proprement, et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a cette image aussi des maisons en bois, qui est peut-être basique, mais qui brûlerait plus facilement. Il n'y a pas d'assureur autour de la table, mais il faut savoir qu'une maison en bois est assurée exactement de la même façon qu'une maison traditionnelle. Donc, c'est bien la preuve que ça résiste très bien au feu. Et si jamais un assureur vous demande plus cher pour ça, changez d'assureur parce que vraiment, c'est assuré de la même façon. Et quand on construit sa maison-ci, on pose beaucoup la question aussi de l'isolation. Est-ce que le bois était vraiment un matériau qui peut vraiment aider ? Le bois, c'est un matériel d'abord qui permet de bien isoler acoustiquement, il faut le savoir, il faut bien faire les choses, mais ça isole, comme tu le dis, très très bien au niveau thermique, et ça peut te faire de belles économies sur tes factures, et c'est important. J'ai un souvenir aussi, les 3 petits cochons. Non mais je suis désolé, mais je pose des questions basiques, j'essaie de casser un peu les idées reçues, mais on a cette image du souffle et de cette maison qui s'envole. C'est le bois, on est sûr qu'on est sur quelque chose de très solide. Si tu penses que le bois c'est fragile, tu te trompes. C'est vraiment très résistant, et en plus beaucoup de constructeurs utilisent une structure hybride, on appelle ça. Donc c'est du bois plus de la maçonnerie, ce qui la rend encore plus solide, mais surtout qui lui amène encore plus de confort thermique. En faisant quelques recherches, c'est beau aussi les maisons en bois, parce que c'est vrai qu'on a l'image du chalet, tout de suite on se dit c'est un truc, la petite maison dans la prairie, mais on sait faire des belles maisons aussi avec une structure en bois. Non, le bois, ça te permet, enfin du moins la construction en bois, ça te permet de faire des maisons qui sont modernes, design, contemporaines et très lumineuses aussi. Question bête, après je vous laisserai intervenir les amis. On voit beaucoup de gens qui s'élèvent contre ces forêts qu'on abat, ces arbres, machin de ça. Est-ce que c'est une solution écologique aussi ? Bien sûr, parce que le bois, c'est un matériau durable, donc il se régénère. Et au-delà de ça, en prenant une maison en bois, c'est un choix qui est responsable, parce que tu diminues ton empreinte carbone, tu captes le CO2, tu te retrouves avec une maison qui est saine, une maison qui est économe. Et surtout, ce qu'il faut savoir, et pour rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'une maison en bois, ça permet de répondre aux normes les plus strictes. Donc en fait, bref, construire en bois aujourd'hui, construire en bois, c'est construire mieux et construire plus rapide. Et ça, c'est vraiment notre approche chez Tom Wood. Donc Tom Wood, c'est la gamme bois de chez Thomas Épiron.
Et plus vite aussi, visiblement, vous pouvez construire plus vite si on fait le choix d'une maison en bois. Oui, tout à fait, parce que tu n'es pas dépendant des intempéries, tu le construis en usine, tu le montes sur chantier, et là, ton gros œuvre, toiture compris, ça te prend 2 jours. Les maisons en bois, les amis, vous en pensez quoi? Petit tour de table. C'est quelque chose qui existe. Il y a un segment maison en bois qui existe depuis longtemps. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, on parlait de... J'avais aussi fait la vanne, tiens, est-ce que ça brûle pas? En fait, quand c'était ossature bois, une poutre, ça brûle, et puis tu as les aspects techniques de la poutre, et à la fin, c'est fini. Une poutre en métal, ça se dilate. Donc, c'est beaucoup plus dangereux d'intervenir en dessous parce que le toit peut s'effondrer à un certain moment. Et donc, en fait, les maisons en bois, ce qu'on semblait dire, c'est qu'elles étaient plus sûres d'un point de vue des incendies que les maisons à ossature bois étaient plus sûres que les poutres. Pour le reste, simplement, question budget. Où est-ce qu'on en est par rapport à de la construction traditionnelle? C'est une bonne question parce qu'on a subi la crise du bois il y a maintenant 4 ou 5 ans, mais surtout encore grâce à M. Trump et les accords qu'il avait passés avec le Canada. Mais on est revenu à des prix qui sont largement compétitifs, et maintenant il faut compter 4 à 5% en plus pour une maison en bois, mais avec vraiment tout autre chose, une ambiance intérieure qui est vraiment tout à fait particulière et chouette à vivre. Et quelle est la proportion? Parce que sur 100 maisons, il y a combien qui sont en bois? En bois, c'est un marché qui couvre 10%. Et C'est pas mal quand même. Oui, parce que ce que tu dis, c'est 4 à 5% plus cher, c'est pas énorme. Et qualitativement, c'est bien meilleur. Comment ça se fait qu'il y a pas... Il faut encore évangéliser un peu les gens vers le bois? Eh bien, c'est une bonne question. Bon, le marché est constant. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher les 10%, mais comme on l'a dit tout à l'heure ou dans l'émission précédente, c'est que le premier impact, je ne sais plus qui le disait, c'est le prix. Oui. Et des fois, 5%, ça représente beaucoup sur ton budget et surtout sur ce que tu veux faire pour tes aménagements, ta cuisine, etc. Et c'est là que ça se joue. Attila, toi, le bois, tu t'as analysé un peu ce marché-là? Analyser pas vraiment, mais par contre, lorsque je développe des bâtiments où j'ai des dents creuses, par exemple, entre 2 immeubles à Bruxelles, la Réos, on a pour habitude de faire la Réos en structure bois. Ok. Parce que c'est léger, ça permet de monter assez rapidement, et puis... parfait. Et Vincent, pour terminer la chronique de Thomas Pierron? Je rebondis sur ce que vient de dire Attila, et c'est ce que je voulais dire. Effectivement, je pense qu'un des défis des villes, ça va être de produire du logement. La démographie augmente, il faut produire du logement. C'est pas forcément du neuf, ça peut être de la rénovation, mais c'est surtout pour moi de la densification. Donc il y a beaucoup de dents creuses, il y a beaucoup de bâtiments de 3-4 étages à côté d'un bâtiment de 7 étages. Donc on va devoir rehausser les bâtiments. Alors, il faut savoir que les ingénieurs sont des gens très pragmatiques qui prennent des coefficients de sécurité assez élevés. Mais par exemple, un bâtiment, je ne sais pas moi, là je travaille sur un bâtiment de bureau, 4 étages. On veut faire une réhausse. Si on mettait une réhausse en béton, on pourrait peut-être rajouter 2 étages. Avec une réhausse en bois, on peut mettre 4 étages parce que le poids est nettement moins important et les fondations sont capables de le supporter. Donc rien que pour cet aspect-là, c'est très très bien. Et puis bon, voilà, j'avais aussi pensé directement à ce conte des 3 petits cochons. Je pense qu'on y a tous pensé. Et pour avoir visité des usines et des maisons en bois, il y a une ambiance un peu incomparable par rapport voilà. Peut-être que c'est nouveau, hein, mais il y a quelque chose de très sympathique et très chaleureux dans une construction. Et c'est lié à l'acoustique, notamment, excuse-moi Tila. Ouais. Donc ça atténue certaines zones, et donc tu as vraiment une sensation de confort dans une maison en bois. Donc, moi, je voulais dire, je pense que c'est juste une question de changement de mentalité chez nous, les Belges, parce que premièrement, déjà, on dit qu'on a une brique dans le ventre, on n'a pas choisi le mot brique pour rien. Puis secondo, la planche, c'est plus long. Hein. La mitraillette. Tu sais, après, les peurs qu'on exprime, c'est-à-dire l'histoire des 3 petits cochons, la maison qui s'envole, etc., en même temps, on est en Belgique, hein. On n'est pas en Floride, hein. On n'a jamais eu des catastrophes naturelles de telle ampleur. Donc pour le feu, ça doit brûler, que ce soit dans du béton ou dans du bois, tu vas brûler, hein. Ça n'a rien changé. Et puis, comme l'a dit Eric, si les tours jumelles étaient en bois, elles sauraient peut-être résister. Eh ben, on va terminer là-dessus. Très belle réflexion. Merci Michel pour cette belle chronique. Toutes les chroniques de Thomas et Pierron sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On a fait une playlist personnalisée. Voilà, quelques minutes pour vous partager un bon plan très concret. Vous l'avez compris, construire en bois, c'est pas moyenâgeux. Donc intéressez-vous à ce matériau
pour construire ou rénover. Les amis, on doit faire le react 13h16, je dis l'horaire du tournage. Allez, je vais peut-être faire rapidement un petit commentaire rapide. Vincent, c'est pour toi ce commentaire. C'est Rose Cocac qui nous dit « Le loyer indicatif de référence affiché dans loyer.brussels, est-ce avec ou sans charge ?» Sans les charges, là la réponse est claire et nette. Par contre, il y a d'autres éléments où j'hésite toujours. Le parking, la cave, une dépendance, une mansarde, est-ce que c'est compris là-dedans ou pas? Là, c'est parfois un point d'interrogation, puisque dans la grille, ils demandent est-ce que vous avez des loyers, est-ce que vous avez des parkings, pardon. Mais comme on fait pas la distinction entre les mètres carrés à louer et les parkings, je ne sais pas si c'est compris dedans. Mais les charges, j'en suis certain, ce n'est pas compris dans la grille des loyers. Les amis, on est vraiment pris par le temps. Donc voilà, j'ai fait un commentaire rapidement. On fera un épisode même une fois. Pendant 1 heure, on répond à toutes vos questions. En tout cas, continuez à répondre, à mettre des commentaires, à réagir, à poser des questions. Tous nos experts vont régulièrement sur les différentes plateformes. On attend toujours Vincent sur TikTok. Non, tu y es, mais sans y être vraiment. On va le former, on va l'initier. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode. Merci Eric d'être arrivé en plein milieu. Attila, qu'est-ce que tu m'as fait rire aujourd'hui. Vraiment. Merci pour tes interventions, Michel, Vincent, merci. Merci à vous. N'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Ce projet, on le fait pour vous. Toutes les personnes qui cherchent à investir leur argent, qui veulent devenir propriétaires, qui ont ce rêve-là, le rendez-vous des proprios. Et merci à nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu faire tout ça et vous offrir ce contenu gratuit. On vous vend rien, juste un bon moment de plaisir, du bonheur. Voilà, on vend du bonheur avec nous. Donc on remercie Imovlan, évidemment. Merci Eric, Thomas et Piron. Merci Michel, Brico, PNV Assurance et Eloya. Ciao ciao les amis.